Bien, bonsoir à toutes et tous et bienvenue pour ce conseil communal commun entre la commune et le CPS. Donc, chaque année, nous nous retrouvons, le conseil communaux et conseiller de l'action sociale, pour examiner à la fois le budget 2022 en l'occurrence, mais le budget de l'année du CPS et les synergies qui ont été réalisées ainsi que les projets pour le futur. Pour cette réunion, nous avons dû opérer le choix d'une visioconférence vu le nombre de membres des deux conseils réunis et la situation sanitaire que nous connaissons actuellement. Et je vais céder sans plus tarder la parole à la présidente du CPS pour la présentation du budget 2022. Je t'en prie, Muriel. Merci, bonsoir à tout le monde. Donc nous voilà pour la présentation de notre budget 2022. Alors je voulais commencer en formulant des remerciements pour le personnel du CPS. Merci aux conseillers du CPS, merci également au collège communal et aux conseillers communaux sans qui nous n'aurions pas pu boucler un budget tel que celui-ci. Si nous sommes justement en capacité de présenter un budget très positif, nous le devons à plusieurs éléments. D'abord le refinancement du CPS par la commune, une attention et donc une économie renforcée par le personnel du CPS. Attention, ici on précise bien que quand nous faisons économie, mais nous ne créons pas de manque au niveau du service rendu aux citoyens. Nous avons obtenu également des subsides inattendus. Il s'agissait de subsides Covid liés à la période Covid qui nous a permis de fonctionner, en tout cas d'acheter du matériel pour pouvoir fonctionner, mais il faut bien préciser, ces subsides sont limités dans le temps et nous ne pourrons pas malheureusement initier les années prochaines. Alors nous mettons également en évidence la rigueur des agents dans le traitement des dossiers, le travail qui est réalisé par nos agents et le renfort de notre service social qui a pu être étoffé. Ah, il ne se passe plus rien. Ah, zut. Bien, parce que ça ne fonctionne plus. Je vais... Ah, excusez-moi, on a un petit problème technique. Je retrouve mon budget. Je vais faire comme ça parce que la page ne voulait plus s'ouvrir. J'espère que c'est toujours aussi clair pour tout le monde. Donc par rapport au budget et les principes que nous avons appliqués pour mettre en œuvre ce budget, mais nous voulions mettre en évidence d'abord la transparence totale dont nous avons voulu faire preuve, c'est-à-dire nous voulons montrer la réalité telle qu'elle se présente. Ainsi, à titre d'exemple, nous faisons des estimations au plus proche de la réalité. Nous pouvons d'ailleurs nous vanter d'une utilisation des montants par rapport au budget initial de 91%. Il est à noter que la moyenne wallonne est inférieure à 90%. Elle se situe en général dans les 80%. Nous avons un fonds de réserve ordinaire que nous utilisons de manière optimale et on économise et on réinjecte à l'initial. On verra ce point plus en détail un peu plus tard. Nous avons également, grâce aux modifications budgétaires, une possibilité d'adaptation permanente et de réajustement afin de rester toujours au plus proche de la réalité. Notre contexte de travail, eh bien, il faut le noter, la période Covid a été évidemment très difficile, institutionnellement et individuellement. Malgré cela, nous sommes restés ouverts pour le public le plus précaire. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, notre personnel est toujours fidèle au poste et est toujours présent et nos services sont toujours à disposition des citoyens. La gestion de la maison de repos au centre de nos préoccupations. Il nous faut encore une fois remercier l'ensemble du personnel qui est resté très présent au profit de nos résidents. Nous avons également pour la maison de repos souhaité apporter un souffle nouveau avec une nouvelle méthodologie de travail, on en a déjà parlé.
nous avons fait appel et nous mettons en place un coaching dit Tube qui veut mettre au centre de la gestion de la maison de repos les résidents et les membres de l'ensemble des membres du personnel pour que il y ait une gestion commune par le résident, par le personnel de la maison de repos et de ce qui s'y fait. J'ai un problème avec mes slides, j'ai bougé. C'est sur le premier ou avec le graphique, le 5. Non, je ne suis pas encore là, je suis toujours ici. Alors, nous avons toujours les services, sont dans un contexte physique et donc on parle ici des locaux qui est parfois très difficile. Il est vrai que sur le site de la place des Martyrs, il est parfois difficile de pouvoir recevoir correctement les usagers et les personnes à mobilité réduite. Et donc, nous souhaitons rénover les locaux, une partie des locaux du CPS et les étendre, puisqu'on le sait, la bibliothèque va bientôt déménager à l'espace Philomène et nous allons profiter des anciens locaux de la bibliothèque. Nous avons également la volonté de poursuivre un travail très large, notamment avec le maintien de notre politique d'insertion qui est très active et qui est très forte, et avec également l'optique par étape, évidemment, de les chômeurs de la commune. Nous voulons également une accentuation du plan écosinois de lutte contre la pauvreté. Il nous paraît essentiel, en tout cas, de mettre en place des actions prévues dans ce plan. Alors, pour parler de l'évolution sociale de la commune, on vous a ici mis un graphique. Si on reprend les données depuis 1999, on se rend compte que l'évolution est inégale, mais surtout que nous avons connu une très forte hausse à partir de 2014-2015, c'est-à-dire, on le rappelle évidemment, au moment de la réforme des allocations de chômage. Donc, j'espère que tout le monde voit bien, donc Ecosyn est en rouge. Donc, la progression n'a cessé d'augmenter au point d'être à partir de 2017 nettement supérieure à la moyenne régionale, provinciale, mais également fédérale. Puis, à partir de 2018, on retrouve une baisse de cette progression pour enfin, mais en part relative, revenir en 2020 à une moyenne inférieure. Mais attention, on le précise bien, il s'agit d'une évolution relative. Si l'on souhaite avoir une réelle comparaison par rapport à la moyenne wallonne, il faut donc vous montrer le graphique suivant, qui vous montre donc l'évolution pour 100 habitants. Et donc ici, on voit effectivement que l'évolution est très importante à partir de 2014, qu'il y a effectivement des croissances à partir de 2018, mais nous restons encore très au-dessus de la moyenne régionale. Alors, concernant maintenant la structure des ménages, des ménages du CPS, donc des ménages de dossiers qui font partie du CPS, on voit que elle est bien plus inquiétante pour notre commune. Excusez-moi pour le graphique, il y a un problème avec le slide. On voit très clairement que la progression de la composante famille qui évolue fortement, donc on le voit, les cohabitants sont en bleu, les familles en rouge et les isolés en vert. Donc on voit que les isolés et les cohabitants diminuent. En termes financiers, cela a évidemment un impact certain pour le CPS, puisque une famille obtient un revenu d'intégration de 1 357 €, un isolé 1 004 € et un cohabitant 669 €. En d'autres termes, évidemment, nous avons globalement une diminution du nombre de revenus d'intégration, mais en même temps une recomposition de la structure des ménages qui fait que globalement, le budget est quasi identique. Concernant maintenant l'origine des demandes au CPS, on l'a déjà précisé, on l'a dit régulièrement, la première cause d'octroi du revenu d'intégration, ce sont les personnes, et donc en particulier les familles comme on vient de le voir, qui déménagent, donc qui viennent habiter à Ecosyn, qui emménagent à Ecosyn. Le chiffre est très important puisqu'il s'agit quasiment d'un dossier sur 5. Cela veut dire qu'Ecosyn attire les personnes d'ailleurs. Pourquoi? Là, évidemment, il y a certainement plusieurs éléments à prendre en compte pour pouvoir apporter une réponse à cette question, mais l'une d'entre elles est probablement
l'attrait pour le logement. Et ici, on pointe le logement réel et le logement fantasmé. Le logement fantasmé, on l'a déjà dit, on l'a déjà mis en évidence. Nous avons ici au CPS un nombre important de logements de transit et d'urgence, et beaucoup de ménages pensent encore que en sollicitant ce type de logement, ils auront droit après à un logement social, ce qui n'est malheureusement pas du tout le cas. Et nous avons, et on verra au slide suivant, que nous avons réellement une possibilité plus importante d'accueil au niveau logements sociaux à Écosine, puisqu'on le voit ici, le nombre de logements sociaux par 100 habitants est vraiment plus important à Écosine et à Enghien, ce qui évidemment fait venir des familles sur le territoire. Il y a une forte demande, on le sait, notamment dans les chiffres de la société Hauts-de-Seine Logement, il y a une forte demande pour les logements d'Écosine. Et donc, les gens viennent parfois même d'abord s'installer dans des familles ou chez des proches ici à Écosine, attendre qu'un logement leur soit attribué, se domicilier à Écosine, et puis pour certains d'entre eux viennent demander un revenu d'intégration au CPAS. Je vais maintenant laisser la parole à Riccardo Querenti, notre directeur général, pour la suite de la présentation de ce budget. À mon tour de vous remercier de nous recevoir pour la présentation du budget. Comme vous le savez, c'est un moment important dans une institution. Alors, je vais essayer d'être, si c'est possible, pédagogue, mais vous admettrez avec moi que ce n'est pas facile par visioconférence. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un budget? Le budget, c'est l'estimation de l'ensemble des dépenses et des recettes qui sont faites durant une année budgétaire, et en l'occurrence ici, c'est 2022, du 1er janvier au 31 décembre. Alors j'insiste sur le fait que c'est une estimation de l'ensemble des recettes et dépenses. Alors, c'est évidemment détaillé dans le budget. Ici, on a fait le total des dépenses et le total des recettes. Donc vous les voyez en évolution. Et ce qui est important de dire, c'est que lorsqu'on présente un budget, avant de le présenter, on fait le différentiel entre les dépenses et les recettes. Ce différentiel, vous le voyez à la dernière ligne, c'est ce qui est le plus important pour nous parce que ça va nous donner l'image du déficit du CPS. Il faut savoir qu'un CPS est toujours en déficit, sauf exception, mais ces exceptions-là sont très rares. Alors vous voyez l'évolution, elle est assez catastrophique jusque 2020. Pourquoi? La présidente en a parlé. Il y a d'abord la réforme des allocations de chômage, c'est une chose. On va dire une certaine faiblesse dans l'augmentation de la dotation communale à l'époque. Et puis le choix qui a été fait politiquement de ne pas augmenter les recettes de prestations. Je vais y revenir sur ces recettes. À partir de 2020, vous voyez bien qu'on diminue le déficit. On est passé à un déficit de 68 000 euros. Ça veut dire qu'on a un déficit qui est de l'ordre de 0,7% de l'ensemble du budget, alors qu'en 2020, nous étions à 4,5%. Et qu'est-ce qui se passe quand on est en déficit? C'est très simple. L'article 106 de la loi organique des CPS dit que lorsqu'on est en déficit, d'une part, on ne peut pas présenter un budget en déficit. Donc, lorsqu'il y a un déficit, il va falloir combler ce déficit. Deux axes pour le combler. Le premier, qui est le plus simple, c'est vérifier si en interne, on a des ressources suffisantes. Et le deuxième axe, c'est le fait d'aller demander à la commune de pouvoir combler le déficit si on n'a pas de ressources suffisantes. C'est les deux seules possibilités. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous, on vient ce soir avec un budget à l'équilibre. Alors, j'ai dit que le budget, c'est l'ensemble des recettes et l'ensemble des dépenses. Dans les recettes, il y a deux gros postes qui sont les prestations et les transferts. Alors, qu'est-ce que c'est le transfert? C'est simplement les recettes de subsides que l'on reçoit. Par exemple, le revenu d'intégration, on reçoit 55% de subsides de l'État fédéral, c'est compris dans les transferts. La maison de repos, on reçoit des subsides de la VIC, c'est compris là-dedans aussi. Les prestations, par contre,
c'est la prestation d'un service que l'on va rendre à la population moyennant finance. L'exemple le plus simple, c'est la maison de repos. On offre une prestation aux résidents et en échange, tous les mois, on a des moyens financiers de leur part. Alors vous voyez qu'à partir de 2020, les recettes de transfert augmentent. Pourquoi? Essentiellement parce qu'on a une nouvelle politique qui a été de réajuster les prix et les prestations. On a une diminution parce que on a au niveau des prestations un service en moins chez nous, mais qui a été transféré à la SBL de la crèche, donc des prestations en moins. Par contre, au niveau des transferts, on a une augmentation parce que la dotation communale a augmenté dès 2020. Et on le voit très fort dans le graphique. D'une manière générale, les prestations correspondent à 1,2 million et les recettes de transfert à 7,7 millions. Même chose dans les dépenses, qui est le gros poste que l'on observe. On a deux gros postes qui sont le personnel et le fonctionnement. Alors, on voit au niveau du fonctionnement, il y a une croissance constante jusqu'en 2021 ici, et puis on diminue. Pourquoi? J'en reviens à ce que je viens de dire, à savoir un service en moins, donc des dépenses de fonctionnement qui vont avec le service en moins, et on va dire un gros effort de la part de l'ensemble des services du CPS pour essayer de diminuer les frais de fonctionnement. Par contre, vous voyez, au niveau du personnel, depuis 2019, on atteint une stabilité et on essaye de ne pas trop progresser. Attention, que ça ne veut pas dire qu'on réduit le personnel. On essaye de stabiliser simplement le personnel en valeur globale. Maintenant, il est important de dire que quand on observe un graphique comme celui-ci, on peut être trompé par la vision que l'on a. On a une valeur relative ici. Et donc, on pourrait imaginer que les frais de fonctionnement sont tellement plus importants que les frais de personnel. Ce n'est pas vrai, ce n'est qu'une valeur relative. Dans les faits, les frais de personnel, c'est 5 millions. Les frais de fonctionnement, c'est 1 million. Une autre manière de présenter les dépenses de personnel, vous le voyez, c'est juste pour vous montrer que on a eu une progression dans le temps et on est arrivé depuis 4 ans à une stabilité. Alors une autre façon de présenter, si on y arrive. Oui. Voilà. La dépense de personnel, c'est par rapport à la dépense totale du CPS. Vous voyez qu'on est très irrégulier dans la dépense de personnel, mais la tendance depuis 5-6 ans, c'est quand même une tendance à la baisse, relative évidemment. Quant à la dépense totale, ce qui est important de voir, c'est qu'on a fait beaucoup d'efforts et que par rapport à 2021, 2022, c'est stable, il n'y a pas de progression, mais j'insiste sur un point, c'est que nous avons deux énormes inconnues. C'est-à-dire, la première, c'est la période que nous vivons. Personne ne sait dire si, effectivement, en 2022, on ne va pas connaître une croissance phénoménale du nombre de bénéficiaires. On ne saurait pas le dire. Et le deuxième élément qui représente une inconnue, c'est que la sociologie d'Écosine est en train de se modifier et que l'on a de plus en plus de personnes précaires, et comme la présidente l'a dit, des familles précaires qui arrivent à Écosine. Et ça, nul n'est en mesure de pouvoir dire combien vont arriver. Donc ça, c'est deux éléments qui sont des inconnus. On peut rester prudent, mais on peut être optimiste aussi. Les avantages financiers, je le montre à chaque année pour la simple raison que ça montre très clairement la volonté d'une commune d'aller vers le bien-être du personnel. Alors vous voyez qu'il y a un avantage considérable qui est offert aux travailleurs du CPS et de la commune. Pourquoi? On voit que les salaires, évidemment, on est dans un barème légal, donc on a les mêmes salaires que partout ailleurs. Par contre, nous avons des congés supplémentaires par rapport aux autres CPS. Nous avons également des chèques qui sont un peu supérieurs à la moyenne. Et nous avons surtout un régime horaire qui est inférieur à la moyenne.
Le tout nous donne par agent 3 809 €, et surtout, d'une manière globale, c'est 269 000 € pour le CPS. Ce sont des dépenses qui sont assumées par le politique. C'est important de le dire, donc ça ne veut pas dire qu'on remet en cause ici cela, c'est simplement que l'on veut bien faire noter que cela a un coût malgré tout, même si c'est assumé. Les recettes, et plus spécialement celles du Fonds spécial de l'aide sociale, je l'ai mis en évidence parce que pour moi c'est un enjeu politique très important. Pourquoi? Tout simplement parce que le Fonds spécial de l'aide sociale est censé venir en aide au CPS pour combler des dépenses. Mais vous le remarquez, d'une part, c'est décroissant dans le temps, sauf les 2 dernières années, et surtout l'avant-dernière année. Pourquoi? Parce qu'on est en période Covid et le gouvernement wallon a décidé de faire un effort et de croître le Fonds spécial de l'aide sociale. Alors il ne faut pas se laisser piéger non plus par le graphique. On voit une hausse, mais la hausse, c'est quelques milliers d'euros. L'ensemble du fonds spécial, c'est 163 000 €. On est très loin de la dépense nécessaire. Donc ça veut dire qu'on prend en compte, au niveau de la région wallonne, 1,5% de notre dépense totale. Alors c'est intéressant de montrer le parallèle avec les communes. Je prends ici non pas le chiffre des cocines, mais l'ensemble des communes. Le fonds des communes intervient pour 23% des dépenses totales. On est à 1,5%. Donc pour moi ici, on est dans un enjeu politique majeur qu'il faudra prendre en considération à un moment donné. La dotation communale, je l'ai dit aussi, à partir de 2020, on a fait un choix très intelligent au niveau de la commune. Et je ne le dis pas par flagornerie ici, c'est vraiment un choix intelligent parce que ça nous permet de rentrer dans des perspectives de plus long terme et une assurance. Jusqu'ici, et je vais le voir juste après, nous étions dans la crainte à chaque fin d'année de savoir combien le CPS allait demander à la commune. Et ce n'est pas facile. Donc, le fait d'avoir choisi de refinancer le CPS est une très bonne option. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, on est corseté par l'article 106 de la loi organique, qui nous dit, comme je le rappelle, qu'on doit toujours présenter un budget à l'équilibre. Légalement, obligatoirement, ça doit être l'équilibre. Dès lors, on a 2 options. La première que je vais vous présenter, le slide c'est le même que j'avais présenté en 2020, je rajoute un 3e. Je vais les voir très rapidement. Donc, la première option, c'est, on voit que nous avons un déficit. En 2020, il était de 456 000 €. Le premier choix, c'est de voir si nous avons des ressources suffisantes. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on va voir notre fonds de réserve comme un particulier irait voir sur son compte de dépôt et irait voir s'il a assez d'argent. On fait exactement la même chose. Et qu'est-ce qu'on constate en 2020? Que nous n'avons que 136 000 € en réserve. Donc, pas assez pour aller vers l'équilibre. Donc, elle l'appelle à la commune. Alors, je l'ai toujours dit, c'est très difficile de faire appel à la commune. Non pas que la commune nous regarde d'un mauvais air, mais c'est difficile pour la simple raison que, 1, il faut aller faire une demande, c'est pas agréable. 2, l'image du CPS, d'une manière générale, en est touchée parce qu'on a l'impression que le CPS est un centre de coût, ce qui n'est pas vrai du tout. On est plutôt dans un centre, on va dire comme ça, d'investissement social. Et puis, troisièmement, pour la commune, ce n'est pas facile non plus parce qu'elle ne sait pas à quoi s'en tenir sur l'année qui va arriver. Et donc, c'est très difficile d'être dans la perspective. Donc, la deuxième possibilité qui est d'aller vers la commune n'est pas aisée. Pour autant, on n'a pas le choix. On avait 136 000 de déficit sur un budget de 456 de déficit, sur un fonds de réserve de 136, donc il nous manquait 320 000 et non pas 336 000. 326 000, pardon. Pas d'équilibre, donc on demandait à la commune, par un mécanisme de modification budgétaire, la commune intervenait pour injecter un fonds au CPS, et c'est ainsi qu'on trouverait l'équilibre.
Alors, grâce au refinancement qui a eu lieu, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a changé la donne et on revient au premier axe de l'article 106 de la loi organique. Comment? Eh bien, on fait exactement ce qu'on a fait en 2020. On voit que l'on a un déficit, vous l'avez vu dans le graphique tout à l'heure, de plus ou moins 68 000 euros. Le premier axe, c'est qu'on va voir, est-ce que dans le fonds de réserve, on a assez? Vous voyez qu'on a plus ou moins 1,5 million. Comment est-ce que ça s'explique? Mais parce que depuis 2020, il y a une augmentation relativement forte de la dotation communale, avec deux effets de cette augmentation. Premier effet est un effet direct sur le différentiel entre les recettes et les dépenses, puisqu'en injectant une dotation supplémentaire, on augmente la recette du CPS. En augmentant la recette du CPS, en faisant différentiel recette-dépenses, on diminue la tension. Donc ça, c'est un. Et deuxièmement, on constitue ce qu'on appelle un matelas financier qui nous permet une prévisibilité et qui nous permet d'aller chercher sur nos fonds propres, sans plus demander à la commune. Alors pourquoi est-ce qu'on y arrive? On a un refinancement qui a été fait. La présidente l'a dit, on a beaucoup plus de rigueur dans le traitement des dossiers. On a une très grande attention dans l'ensemble des services pour essayer de faire des économies. Et puis la présidente en a parlé aussi, nous prévoyons au plus juste. C'est un exercice très difficile, la prévision budgétaire. Je vous donne un simple exemple. J'invente les chiffres, mais imaginons qu'on mette 10 000 euros pour de la formation dans l'année qui vient, et l'année qui vient, on a justement une année avec Covid, les formations tombent à l'eau. On avait prévu 10 000 euros, ces 10 000 euros ne sont pas dépensés. Donc ce sont des choses qui sont très difficiles à faire, de penser au plus juste. Pourtant, nous y arrivons. On a une pensée au plus juste de 91%, ce qui est nettement mieux que l'ensemble des CPS. Donc ça, je tenais à le dire aussi. Et donc, dans cette situation-là, on peut manifester notre joie. Et enfin, c'est le dernier graphique que je vous présente. C'est très factuel, donc je ne vais pas trop le commenter, simplement pour vous montrer, au fonds de réserve extraordinaire, nous sommes à plus ou moins 1 million. Je cède à nouveau la parole à la présidente. Voilà, mais donc pour conclure, vous voyez, vous l'avez constaté que notre budget 2022 est très positif, il est très bon, il va dans le sens de l'équilibre et des économies, mais nous conservons évidemment des marges de manœuvre pour l'action sociale. Nous avons bénéficié d'effets d'aubaine pour certains subsides. Nous devons cependant rester attentifs à l'évolution de la crise Covid et à ses répercussions possibles. On est toujours dans une totale inconnue. On ne sait pas si le nombre de bénéficiaires va augmenter considérablement ou pas. On ne sait pas prédire l'avenir et donc nous sommes là face à une réelle inconnue qui doit être prise en compte. La sociologie de la population écosinoise est en évolution et cela a évidemment des impacts sur... Je n'aurais pas accès à mon dernier slide. C'est l'extraordinaire, on va faire. D'accord, oui. La sociologie de la population écosinoise est en évolution et cela aura des impacts sur le CPS et sur la commune. Donc, on l'a dit, les compositions des ménages changent, se modifient et donc nous devrons également y être attentifs. Nous l'avons dit, nous l'avons évoqué. En 2022, c'est une année où nous allons un petit peu puiser dans notre budget, dans notre fonds de réserve extraordinaire, puisque nous avons des projets de rénovation des bâtiments ici sur le site de la place des Martyrs pour pouvoir améliorer l'accueil de nos bénéficiaires. Voilà, merci à tous pour votre écoute. Nous sommes à l'écoute de vos éventuelles questions. Merci à tous les deux pour cette présentation. J'ai vu que Romain avait levé la main. Je t'en prie, Romain. Voilà, merci beaucoup pour la présentation à Muriel et Ricardo, très clair de toute façon, comme d'habitude à ce niveau-là. J'avais juste une question, Ricardo, si tu veux bien, c'est au niveau des dépenses en termes d'avantages que le personnel a. Tu parlais de 269 000 euros plus ou moins. Je voulais savoir si c'était en brut ou en toute charge comprise à ce niveau-là. Et Muriel, sur ton dernier slide, j'ai juste une petite dernière question. Quand tu parles de travaux de rénovation, place des Martyrs, donc c'est les bureaux centrales du CPS,
Est-ce que tu peux un peu préciser quel type de travaux sont envisagés? Merci beaucoup. Oui, Premièrement, Ricardo. pour le subside, ce qui revient en personnel, c'est toute charge comprise. Donc effectivement, c'est globalement. Pour ce qui est des travaux ici sur le site de la place des Martyrs, mais nous avons la bibliothèque qui va, le bâtiment en tout cas occupé actuellement par la bibliothèque qui va être libéré puisque la bibliothèque s'en va à l'espace Philomène. Nous avons donc le projet d'emménager ce bâtiment pour les services du CPS. Et ben, tant qu'à faire, nous allons revoir un petit peu la structure et l'aménagement des autres bâtiments afin d'améliorer vraiment l'accueil et de faire en sorte que tous nos agents soient installés de la meilleure des façons. Et nous allons également essayer de voir un petit peu au niveau des dépenses énergétiques des bâtiments, voir s'il y a moyen d'améliorer cela ici au niveau des différents bâtiments que nous avons. Ok, merci beaucoup pour vos réponses. En tout cas, en termes de bâtiments, je pense que c'était une grande attente au niveau du personnel qui se situe à la place des Martyrs. Donc, à mon avis, ils n'en seront que contents. Merci. Et alors, j'oublie de préciser, je le rajoute, c'est que nous souhaitons avoir un accès PMR. Merci, Sébastien. Oui, donc merci pour la présentation. Au rayon de satisfaction, on peut se rendre compte qu'en effet, les dépenses de personnel du CPS restent relativement stables depuis 2019. On tourne toujours autour de 4 900 000 euros. Par ailleurs, en page 45 du rapport du directeur général qui nous a été transmis, il y a un tableau avec les recettes et les dépenses de la maison de repos. Et donc, si j'ai bien lu, on constate des recettes de l'ordre de 3 millions d'euros et des dépenses de 3 500 000 euros. Donc, si je lis bien, il y a un déficit à la maison de repos programmé de 500 000 euros. Et donc, je voulais savoir un peu ce que vous comptiez faire pour réduire ce déficit à la maison de repos. Par le passé, on avait un déficit considéré comme acceptable aux alentours de 200 000 euros. Et donc, je voulais savoir un petit peu ce que vous comptez faire pour réduire ce déficit à la maison de repos. Et par ailleurs, je voulais savoir si dans votre budget 2022, vous avez prévu un projet de taxi social. On est déjà revenu à plusieurs reprises par rapport à ça. Je vois que dans d'autres communes de la région, comme par exemple à Manage, ils mettent sur pied un projet de taxi social avec des partenaires privés et cela semble vraiment bien fonctionner. Durant cette pandémie, où beaucoup de personnes âgées sont isolées, un taxi social serait vraiment le bienvenu et ce serait peut-être bien que vous preniez langue avec le CPS de Manage pour vous inspirer de ce partenariat privé-public et que vous le transposiez au CPS d'Écosine. Merci. Concernant le taxi social, nous l'avons déjà dit, nous avons fait le choix effectivement de mettre un terme à ce service. Tu le dis, à Manage, c'est un partenariat public-privé. Il y a effectivement des sociétés privées qui rendent ce service et qui peuvent rendre ce service à Écosine sans pour autant qu'il y ait un partenariat mis en place avec le CPS. Nous sommes toujours restés ouverts pour toute personne qui aurait des difficultés justement à chercher le service qui lui serait le plus adapté. Les mutuelles répondent pratiquement toutes à ce service et nous avons des sociétés implantées sur Écosine ou les environs pour répondre à ce service. Donc nous avons effectivement fait le choix de ne pas remettre ce service et prévoir ce service dans le budget du CPS. Pour ce qui est de la dépense au niveau de la maison de repos, je suis un peu étonnée parce qu'on diminue cette dépense au fur et à mesure des années. Je n'ai pas les chiffres là sous les yeux, Ricardo est en train de jeter un œil. Page 45 du rapport de... Oui, mais maintenant, je regarde moi plutôt au niveau du document du budget en tant que tel. Ici, je vois une augmentation de 40 000 euros et au niveau des frais de fonctionnement. Ricardo, dans le rapport que tu as transmis avec les histogrammes, en page 45, Oui, je vois. On voit qu'en effet, si je lis bien, il y a 500 000 euros de déficit. C'est bien ça? Écoute, comme je le vois dans le tableau, effectivement, quand je regarde maintenant dans le budget, à mon avis, j'ai dû faire une erreur, hein, parce que dans le budget, je vois une diminution des frais de fonctionnement à la maison de repos et une augmentation des frais de personnel, mais de l'ordre de 40 000 euros. Donc, on est pas du tout dans l'ordre de grandeur que j'ai mis. Je vais vérifier, hein, mais pour moi, j'ai dû commettre une erreur dans le tableau. Et parce que ça me semblait vraiment énorme. Oui, tu as raison. C'est énorme, effectivement, oui. Ça paraît pas possible. 500 000 euros de déficit, ça me paraît vraiment un gros trou financier.
Donc, ça m'a fait un peu bondir quand j'ai lu ça. J'espère que ce n'est pas le cas. Et alors, par rapport à ce taxi social, c'est vrai qu'il y a des services privés qui mettent ce genre de service en place, mais il faut dire quand même que le coût pour les utilisateurs est nettement plus élevé quand c'est pris en charge par des privés que lorsque c'était pris en charge par le CPAS. Tout à fait, mais on ne va pas refaire le débat. Nous avons pris une décision à un moment donné et donc notre choix n'est pas de remettre en route ce service. Nous avons par contre, tu parles de cohésion sociale, etc. Et là, nous avons des projets qui sont là encore dans les tiroirs à destination des personnes les plus isolées et donc nous allons plutôt mettre l'accent sur ces projets-là. Oui, merci. Merci Muriel. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le budget du CPS? Je ne vois pas de main qui se lève. Nous procéderons donc à son vote lors du conseil communal qui suivra et qui débutera à 19h30. Je vous remercie et je vous propose de passer au point 2, la présentation des synergies entre la commune et le CPS pour 2022 et le rapport 2021. Je ne sais pas si c'est Muriel ou Ricardo qui s'occupe de la présentation. Je vous en prie. Moi, je vais brièvement parler des synergies, effectivement. Donc, on le sait, il y a des collaborations qui sont mises en place entre nos deux services afin justement d'en améliorer, d'en faciliter le fonctionnement. Je ne vais pas toutes les citer, il y a un tableau qui est assez conséquent, je vais en prendre quelques-unes. Donc, nous avons par exemple les rencontres régulière entre les deux directeurs généraux, donc le directeur général du CPS et le directeur général de la commune. Nous avons également les concertations communes CPS qui regroupent une partie des conseillers de la commune, une partie des conseillers du CPS. Nous avons également, il y a également les CODIR communs, et donc CODIR, c'est des réunions qui rassemblent les responsables de services au sein de chaque service, et donc au CPS et à la commune, et donc il leur arrive effectivement de se réunir ensemble. Nous avons dans le cadre par exemple d'été solidaire, qui est donc un projet qui est porté par la commune, mais dans le cadre duquel des étudiants jouistes sont mis à disposition des services du CPS. Nous avons également des collaborations dans le cadre du service de protection et de prévention au travail, dans le cadre des contrôles pour l'absentéisme, les fournitures de produits d'entretien. Nous collaborons également dans le cadre de la confection des repas pour les écoles et le transport de ces repas, puisque c'est un service qui est mis en place par la cuisine de la maison de repos du CPS. Nous avons également des collaborations avec le plan de cohésion sociale, et je mettrai ici en évidence par exemple la formation mise en place par le PCS qui a été mise en place principalement et prioritairement en tout cas à destination des bénéficiaires du CPS. Il y a encore toute une autre série de collaborations. Je citerai encore par exemple le site internet du CPS qui est logé sur le site de la commune, les bâtiments du CPS qui sont des bâtiments communaux, la maison des solidarités donc, qui appartient cette fois au CPS et qui est mis à disposition pour des rencontres citoyennes à but social et qui par exemple ici prochainement sera mis à disposition de la bibliothèque pour une action mise en place par la bibliothèque. Il y a des collaborations par contre qui s'éteignent, et donc je prends ici l'exemple de la mise à disposition de 2 assistants sociaux du CPS pour le service des accueillantes d'enfants, mais cette mise à disposition s'est éteinte puisque la SBL de la crèche prend en charge maintenant de manière autonome la gestion des accueillantes. Nous avons également des synergies qui sont projetées dans l'avenir, et donc nous avons parlé des bâtiments communaux pour le CPS, donc qui sont occupés par le CPS et dans lesquels nous souhaiterions faire des travaux. Il faut donc pour ça prévoir la signature d'un bail amphithéotique qui permettra au CPS de pouvoir réaliser les travaux en son nom. Nous avons également prévu des abonnements à diverses revues. Et nous avons également, et nous en avons déjà parlé en conseil communal, prévu prochainement l'engagement d'un directeur financier commun. Donc voilà un petit peu, je ne les ai pas toutes citées, voilà en tout cas dans les grandes lignes une bonne partie des synergies mises en place entre nos 2 administrations.
Merci Muriel. Pierre. Ah non, c'est un bravo, c'était pas une demande de Oh non, parole. j'ai plus trop l'habitude avec Zoom, Monsieur Bourmet. C'est pour ça. Merci pour le bravo, Pierre, je le prends pour moi. Ben oui, c'est un bravo, surtout pour la dernière phrase. Et je pensais, Muriel, que tu allais être beaucoup plus prolixe là-dessus. C'est on en avait parlé au dernier conseil communal, sur le directeur financier commun qui aura entre la commune CPS. Je pense que ça, c'est quelque chose vraiment à souligner et mettre en avant. C'est là qu'on peut vraiment faire une belle économie. Et d'ailleurs, au niveau de cette économie, est-ce que vous avez déjà pu chiffrer le montant que le CPS pourra économiser et in fine la commune avec ce poste qui sera double? C'est 70 000 euros. Je vais me permettre de répondre. C'est difficile d'avoir une évaluation vraiment claire sur le montant qui sera économisé parce que ce montant sera lié notamment à l'ancienneté barémique de la personne qui sera recrutée. Il faut savoir que la directrice financière de la commune qui va prendre sa pension au 31 août est en fin de carrière et a fait la quasi-totalité, si pas la totalité de sa carrière au sein de la commune d'Écosine et donc à une échelle d'ancienneté relativement élevée. Par ailleurs, il y a des possibilités d'adaptation salariale lorsqu'il y a un directeur financier commun entre une commune et une CPS, et un CPS, pardon. Et donc, on ne peut pas vraiment le mesurer. Ce que Ricardo peut vraisemblablement vous donner, c'est le montant que coûte le receveur général, provincial au CPS, et c'est une petite base, mais ce n'est pas forcément la hauteur totale du montant qui pourra être économisé. Il sera peut-être un peu moins. Je t'en prie, Ricardo, si tu as le chiffre. C'est 70 000 dans les environs. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et s'il n'y en a pas, ce rapport de synergie sera également voté lors du conseil qui débutera à 19h30. Je vous remercie d'avoir participé à ce conseil commun. Je vous dis à dans une petite quarantaine de minutes pour les conseillers communaux. Je tiens à saluer vraiment les conseillers du CPS qui font un travail qui se situe plus dans l'ombre. On a moins l'habitude de les voir lors de séances publiques, mais il y a un travail considérable qui est réalisé vraiment là derrière pour faire tourner le CPS. Et donc, je tiens vraiment à les féliciter. Féliciter également Ricardo Querenti, le directeur général du CPS, je vois qu'il lève son doigt, et Hubert Poiret, le receveur régional, ainsi que tous les services du Centre public d'action sociale pour le travail qu'ils ont réalisé. Je t'en prie, Ricardo. C'est parce que je viens de revoir encore dans les notes du budget pour répondre à Sébastien. En fait, j'aurais pas dû intégrer la facturation interne dans le document, ce que j'ai fait malencontreusement. Donc, on a un différentiel par rapport à l'année passée au niveau de la maison de repos, mais qui est relativement bas, on va dire. On est de l'ordre de 50 000 euros. Ah d'accord, ok, ça me rassure, merci. Voilà, merci Ricardo pour cette précision et merci à Xavier d'avoir effectivement mis en avant l'ensemble des conseillers du CPS qui ont rarement effectivement l'occasion d'apparaître publiquement et qui sont là aujourd'hui, mis à part... Ah si, même Roger est apparu pour la fin de séance. Super. Merci à tous.